tout le monde, merci de vous joindre à nous virtuellement. Pendant les fermetures physiques temporaires des librairies, les réseaux sociaux sont d'importants outils pour communiquer avec nos lecteurs et lectrices. En revanche, même si nous avons eu l'occasion d'entrevoir vos visages et d'échanger quelques salutations sur le pas de la porte lors de la cueillette de vos achats à l'extérieur de nos commerces, discuter de vive voix avec vous et vous conseiller nous manque. Puisque le prix des libraires, c'est le prix de tous les libraires et que le rôle clé de conseiller s'est fait plus discret dans les derniers mois, nous souhaitions revenir à l'essence de notre métier pour vous présenter les finalistes 2021 du prix des libraires. 5 personnalités chanceuses ont été jumelées aux 5 comités du prix pour se faire conseiller les titres finalistes. Nous avons capté leur rencontre afin que vous puissiez vous aussi profiter à distance de l'expertise du libraire. Avant de vous laisser découvrir les jumelages mystères, je tiens à remercier les acteurs de notre industrie et surtout nos clientèles qui continuent d'être au rendez-vous. Les chiffres ne mentent pas, la lecture est un refuge pour la population et grâce à la mobilisation des différents maillons de la chaîne du livre, nous pouvons continuer à vous servir et à faire rayonner les créateurs et créatrices d'ici. Je vous invite à découvrir les 24 finalistes et à soutenir leur travail en vous procurant leurs titres, soit via le site leslibraires.ca ou en contactant directement votre libraire indépendant. Au nom de l'Association des libraires du Québec, merci à nos partenaires qui rendent possible le prix des libraires du Québec. Sur ce, bon visionnement. Bonsoir les libraires, je suis tellement honoré. Merci d'être là. Hey, c'est un privilège qui n'a pas de bon sens. Je vous ai juste à moi à soir, c'est parfait ça. Bonsoir. On a su que tu avais reçu la sélection au grand complet. Si je te demandais de visou comme ça, sur laquelle tu vas te jeter en premier? Mon garçon, qui est extrêmement fan aussi de BD, Elliot, a eu le même coup de cœur de couverture que moi. Puis on s'est dit qu'on partirait ça avec Carbone 6, Silicium 14. Carbone et Silicium, dans le fond, qui sont deux robots à forme humaine auxquels on a injecté, entre guillemets, l'intelligence artificielle. La twist importante, qui est vraiment importante dans le récit, c'est que le scientifique qui les a créés a supposé que pour qu'une intelligence artificielle puisse réfléchir comme un humain, il faut qu'elle ait elle-même une date de péremption, si j'ose dire. Et les deux, Carbone et Silicium, vont trouver une manière de contourner ça à leur façon. Il est ce dialogue-là un peu philosophique, parce qu'on est dans la science-fiction pure, mais on voit en trame en arrière ce qu'il a un peu prévu pour l'humanité. Manifestement, il est plus optimiste que pessimiste sur la longue durée pour l'humanité et pour l'intelligence artificielle. C'est vraiment une BD remarquable par son dessin et son intelligence. Merci, ça me parle quand même pas mal, ça. Je vais prendre la balle au bon. Dans la sélection que tu as reçue aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un titre dans ceux-ci dont tu avais entendu parler auparavant? Ben, le Alice de Patrick Sénécal. J'ai juste ça le sait. Je vois Marco, on dirait qu'il y a une étincelle qui est allumée dans ta plante. Marco, ça se fait-tu? Cette adaptation-là va te plaire parce que le choix qu'a fait l'auteur, le dessinateur, il est allé avec beaucoup de talent. Tout ce voyage vers l'enfer que va subir le personnage de Alice, cette descente aux enfers, il va l'adapter dans la narration, c'est-à-dire la succession d'images. Il va prendre des planches complètes pour manipuler un peu la lecture, pour en faire quelque chose de presque cauchemardesque. Alors, si vraiment tu as aimé Alice, le roman de Sénécal, tu vas adorer. Le découpage est dynamique, ça n'a aucun bon sens. Le rouge, ça donne le ton dramatique. Tu sais, c'est punché au bout. Il y a juste ça. Tu as quelque chose quasiment de Schindler's List là-dedans. Tout en noir et blanc avec le punch de sang rouge. C'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a peut-être une question que tu t'es posée, à savoir la bombe. Pourquoi il se retrouve dans la sélection québécoise? Parce que tu as Rodier dedans?
Voilà, bravo! Ah Dans celui-là, on finit par oublier qu'on lit une BD documentaire parce qu'on rentre dans l'histoire. La psychologie des personnages est vraiment assez profonde pour dire qu'on les accompagne tout le long de la fabrication de ce soda de bombe-là. L'histoire, c'est empreint d'une profondeur qui est assez unique, malgré le fait d'avoir opté pour le noir et blanc. C'est vraiment magnifique. Ouais. Honnêtement, moi, c'est ma BD cette année. Ben, c'est magnifique. Je l'ai feuilleté, j'ai pris le temps de faire ça. Puis évidemment, c'est de main de maître, hein, c'est du grand classique. C'est de la bombe. C'est de la bombe, j'ai aucun doute. Puis en termes d'épaisseur, tu sais, c'est correct jusqu'au sucre avec ça. On y va-tu avec un autre petit... tiens, Jérôme, Oui. par accident comme ça? Moi, une de mes surprises cette année, parce que je me demandais justement, avant de l'ouvrir, ça allait être quoi? C'est l'accident de chasse de Carlson et Blair. En fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Charlie Rizzo, excusez-moi. Et donc, il retourne vivre chez son père à la mort de sa mère. Il retourne vivre chez son père qui, lui, est aveugle et il écrit. Il apprend à lire le braille, etc. Il fait le correcteur pour son père. Mais il fait aussi le caïd à New York, là, dans les quartiers italiens. Et éventuellement, il se fait prendre par la police, pour un petit vol à main armée. Et il refuse sur le coup de faire le délateur. Et là, son père lui dit, écoute, je vais t'expliquer c'est quoi la prison, puis tout ça. Puis il finit par lui dire que finalement, c'est pas durant un accident de chasse qu'il est devenu aveugle. Il lui raconte comment il a rencontré un meurtrier qui était populaire à l'époque pour le côté sordide du crime qu'il avait commis. C'est une très belle bande dessinée dont on se laisse prendre la première moitié sur l'histoire de Charlie, sa jeunesse, jusqu'à son fameux crime. Et après ça, c'est l'histoire de son père. Pour moi, c'est une bande dessinée sur l'art, particulièrement la littérature et les bienfaits qu'elle apporte, ni plus ni moins, ses capacités de rédemption. Si, mettons, j'ouvre ce magnifique œuvre-là en librairie, c'est sûr que je pars avec parce que le travail de dessin, j'ai aucun doute sur le scénario de la façon que tu me le, entre guillemets, vends, Jérôme. Wow. Je pense que cette année aussi, on a eu le droit à un autre chef-d'œuvre, vraiment une masterpiece. Ben ça, qu'est-ce que c'est ça? Je veux ça, ça n'a aucun sens. Celui-là, c'est personnel. OK. Oui. Alors, quand je l'ai vu arriver, moi, ça a été la concrétisation d'un espoir que j'avais complètement perdu. Et c'est l'œuvre d'une vie. C'est le roman intimiste d'un homme qui, à la fin de sa vie, tout seul, nous raconte qu'est-ce qui a été sa vie, c'est-à-dire il a hérité, lui et son frère ont hérité d'une compagnie de ventilateurs et il a dû se battre contre la modernité, c'est-à-dire la climatisation qui arrivait à l'époque dans les années 50. Alors là, c'est une espèce de truc, ah oui, OK, mais il nous présente 4 étapes importantes de sa vie. On en oublie le dessin et tout, et il nous amène dans cette portion intime-là, au fond de la solitude de cet homme-là, pour nous montrer la vie ordinaire, comment combattre l'adversité, comment... Bref, là, je suis énervé, là, mais je vais me calmer. Comment il a réussi à en faire un chef-d'œuvre, je pense. Bon, ben, à un moment donné, il faut que toute bonne chose se finisse. Il va falloir que j'y aille avec probablement la plus petite plaquette, mais non la moindre. C'est probablement l'éléphant dans la pièce. Parce que c'est pas une BD qui traite d'un sujet qui est facile. On parle du suicide ici. C'est Isabelle Perrault, André Sellard et Patrice Corriveau qui ont fait une étude sur justement le suicide au Québec depuis 1763. C'est pas trash, c'est pas trop hard. Mais quand on regarde un petit peu les documents, des fois en filigrane, on voit un petit peu le rapport du légiste en arrière. Puis on se rend compte que c'est cru, c'est froid, ça aurait pu être rendu tellement plus, de façon plus négative que ça. C'est vraiment pas un sujet facile. Comment tu abordes ça? Puis avec des images à la fois super tendres. Là, je vois une oie sauvage ici. Tu peux t'épivarder pendant quelques minutes et prendre ton souffle, j'imagine, à travers la lourdeur de ce thème-là en regardant l'oie sauvage, puis t'imagines dans Niels Holgersson. Bref, c'était nos 6 choix, Vincent. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore votre passion, puis je suis content de la partager avec vous autres, vraiment. Un gros merci. Je vous en redonne des nouvelles rapidement, le plus possible, tu sais, rapidement.
chers amis libraires. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'aimerais en savoir plus sur la poésie qui se passe en ce moment. Moi, c'est souvent quand je vais rencontrer mes libraires que je me fais conseiller. Donc là, je n'ai pas l'opportunité. Je ne sais pas si... c'est ça, vous aviez des suggestions pour moi. Avant de me lancer dans une première suggestion, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur tes goûts, tes choix de lecture. Fait que peut-être, qu'est-ce qui t'a amené à la poésie? J'ai commencé par les classiques, disons, autant français que québécois. Puis là, ça m'a amené après ça à découvrir de poésie plus québécoise. Je dirais même le Patrice Desbiens, Godin, Maude Veilleux, Jean-Christophe Réel. C'est comme des choses un petit peu plus roots, comme j'aime dire. Puis donc voilà, ça a comme créé une espèce d'éventail dans ma tête qui est très, très précieux. Je suis très heureuse de te présenter la première finaliste du Prix des libraires de cette année. Et je pense que c'est un recueil qui va te plaire. On n'est pas nécessairement proche de Maude Veilleux, mais on a une poésie qui est coupée au couteau, qui va droit au but. Donc, il s'agit de « Pendant que Perceval tombait » de Tania Langlais. Ça prend appui sur le roman de Virginia Woolf, Les Vagues. On sait dès le départ que ça va finir mal. On sait dès le départ que ça se passe en une journée et qu'on meurt à la fin. Mais c'est pas parce qu'on parle de mort que c'est un recueil ténébreux puis étouffant. C'est au contraire un recueil absolument magnifique avec des poèmes courts qui vont jouer beaucoup sur la répétition et qui vont reprendre à la fois la vie de Virginia Woolf et des personnages de son roman Les Vagues. Donc, je te le conseille fortement. C'est un recueil que j'ai trouvé magnifique. Ah, mais ça m'a l'air formidable. En plus, c'est le fun quand il y a justement comme une espèce de ligne narrative qui fait que tu rentres dans le roman et t'en ressors, dans le recueil, pardon, et que t'en ressors comme si tu avais lu un roman. Je trouve ça vraiment intéressant comme forme. Yeah, merci! Je renchéris avec le recueil Cestral de Andréane Frenette-Vallière. C'est un recueil qui a une belle constance, une unité de ton. On est dans un huis clos féminin. C'est souvent à la deuxième personne du singulier. On interpelle une autre personne. Il faut savoir que cestral, ça fait référence à la cestralité, qui est comme le penchant féminin de la fraternité, mais avec un petit côté menace. Je parlais de huis clos, de narrativité dans le recueil, parce que ça circonscrit beaucoup dans l'évocation, beaucoup dans un rapport à la nature, dans un rapport à l'autre. Tout le monde se sent un peu isolé, chacun dans son coin. C'est un recueil qui, sans parler proprement de ça, évoque avec beaucoup d'acuité ce sentiment-là de se sentir un peu piégé, d'être un peu entrappé dans une réalité parallèle, parce qu'il se développe vraiment un univers qui est très, très particulier entre les deux femmes. Ben, c'est ça, on sent tout au long du recueil la plongée de plus en plus profonde dans quelque chose qui est un peu angoissant, mais qui en même temps rassemble et fait du bien. Un recueil dont on ressort avec un sentiment d'une menace qui continue de planer, mais qui nous fera pas nécessairement mal. Ah, mais ça a l'air vraiment intéressant. Merci. Bonjour Charlotte. Bonjour. Moi, j'aimerais te proposer La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis, publié chez Mémoire d'Encrier. C'est un premier recueil pour Laurie Jean-Louis. Elle nous parle avec une langue d'une grande simplicité et son objectif, je crois, est d'aller droit au but. C'est de nous toucher directement. C'est à la fois politique mais universel. Elle revendique sa place dans une Amérique. Son rôle, elle revendique le rôle des Noirs dans la construction de l'Amérique, le rôle de toutes les minorités aussi. Elle se veut un peu une porte-parole de ça. Elle le fait dans une forme très simple. C'est un très, très beau recueil qui va droit au cœur. Laurie Jean-Louis a réussi son pari, c'est ça, de donner une voix aux minorités dont elle fait partie, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. Puis en le feuilletant, j'ai vu un très beau poème, on dirait qu'il illustre bien ce que tu dis. Dictez-moi ma liberté, que je vous épelle ma haine. Je choisis les vents, je choisis les fatras. Ne vous inquiétez pas de mon égarement. Je suis né exil, maintenant je vais par là. Je trouve que c'est très poignant, c'est très direct, oui. Comme tu dis, il y a quelque chose de très franc là-dedans qui me plaît beaucoup, là. Formidable, merci. Merci à toi.
Pour ce qui est du dernier, le 4e finaliste pour le prix des libraires de cette année en poésie, tantôt, en introduction, tu avais évoqué avoir lu et beaucoup aimé Patrice Desbiens. Mm-hmm. Puis, je pense que dans le temps qu'il fait de Christian Gérard à l'autre cravant, il y a quelque chose de Patrice Desbiens là-dedans. C'est un recueil qui est très réflexif, qui parle beaucoup de poésie, tout en faisant, mais de façon jamais trop élaborée. C'est le genre de recueil qui va dans plusieurs directions. Il réussit à rendre ça amusant sans que ça devienne que ludique. Dans le fond, ça reste très poétique et on sent le plaisir manifeste qu'il y a à jongler avec les mots. J'ai envie d'ajouter la belle couverture du livre de Christian Girard que je veux souligner, puis le 4e de couverture qui est parfaitement adapté. Qui dit « rester à la maison ». C'est un grand plaisir d'avoir pu parler avec vous. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de l'art aussi, c'est pour le partager après. Fait que là, c'est un petit peu plus dur quand nos contacts sont brimés comme en ce moment. Donc, c'est très précieux d'avoir eu cet échange-là avec vous. Bonjour Catherine, ça va bien? Oui, ça va bien. Depuis le début de la pandémie, j'ai plus tendance à... je lis beaucoup et j'ai plus tendance à lire des romans. Avez-vous des suggestions d'essais à me faire? Ça serait différent pour moi pour les prochaines semaines. Bien, absolument. Est-ce que vous avez quelques idées, en fait, de romans qui vous ont marqué peut-être pendant la pandémie, juste pour nous guider au moins? J'ai fait beaucoup de québécois, un peu de français. Il y a quelque chose vraiment que j'ai beaucoup aimé récemment. Mon dernier roman que j'ai lu, c'est À train perdu de Jocelyne Saucier, qui avait écrit Il pleuvait des oiseaux. C'est tellement bon, c'est fin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, là. C'est le road trip d'une vieille dame dans les trains du nord du Québec, de l'Ontario. Quelque chose qui m'était aucunement... c'était tellement pas familier pour moi, là. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a un fond de vérité, quand c'est accroché à quelque chose de réel. Les essais, ça peut être une bonne façon justement de s'ancrer dans le réel, puis peut-être de se concentrer sur des sujets qu'on connaît moins parfois. Je ne sais pas, Geneviève, si tu aurais une première suggestion à suggérer à Isabelle. Ah oui, définitivement. Puis en plus, ça va bien s'ancrer parce que si tu viens juste de terminer À train perdu, le premier essai qu'on a à te proposer, c'est celui de Alain Deneau. Je ne sais pas si tu as déjà lu Alain Deneau. Oui, j'ai lu Offshore. Je l'ai même interviewé dans le cadre du Salon du livre de l'Abitibi il y a quelques années. J'ai adoré autant l'auteur que l'essai. Vraiment. Bande de colons. OK, oui. Dans Bande de colons, il refait un peu, si on veut, il repart sur l'histoire du Canada, l'histoire traditionnelle du Canada, du moins ce qu'on en dit. Tant dans des ouvrages historiques très bien documentés et très, disons, terre-à-terre, vraiment des livres d'histoire. Ce qui fait l'intérêt, je dirais, le plus de cet essai-là, c'est qu'il remet dans la réflexion de l'histoire du Canada l'idée du colon. Il va faire une analyse de ça en utilisant le principe, comment je pourrais dire, le concept du colon, qui est bien sûr une insulte ici, comme si on utilise vraiment pour s'insulter. Mais en remettant ce concept-là à l'intérieur de la réflexion, ça donne un portrait qui me semble beaucoup plus juste de ce qu'est le Canada. Mais ça le désenchante également. Il va revenir avec justement cette espèce d'explication-là du colon, du cheap labor, qu'on trouve aussi dans notre histoire, pour essayer de nous amener vers le fait d'accepter que le Canada n'est peut-être pas tant un pays qu'encore une espèce de grosse entreprise. Okay. Aux mains de certains intérêts très, très, très dominants. Donc, c'est brillant. Ah, parfait.
Merci. Oui, absolument, Geneviève, tu as tout à fait raison. Puis je trouve qu'il y a cette façon justement de nous ramener à une critique anticapitaliste. Puis ça se lit magnifiquement bien. Là. Il y a une belle prose, donc ça oui, se puis lit, moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il tient son bout. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il tient son bout et ce qu'il avance, c'est très appuyé. Ah, absolument. Puis j'aurais une bonne suggestion peut-être pour rebondir sur ça. Ouais. Un essai qui m'a absolument marqué cette année, c'est Perdre le Sud de Meika Sondarji aux éditions Éco-Société. C'est vraiment important car on y retrouve une idée de décolonisation qui me semble importante, qui me semble nécessaire pour arriver à une véritable solidarité internationale. Pas juste voir, ah ben oui, nous, au Canada, on a accès à ceci, mais de vraiment créer des liens, des ponts entre les différentes communautés d'un peu partout dans le monde, les communautés autochtones, beaucoup les paysans, les paysannes qui s'occupent justement de faire en sorte qu'on ait accès à tout ce dont on a besoin. Et je l'ai dévoré. On n'est pas juste dans une idée théorique de « Ah oui, ben, il faudrait être plus solidaire », mais elle va véritablement aller dire « Mais voici quelques pistes de solutions qui existent présentement. » On a évidemment une critique de l'ordre mondial. Et donc, c'est absolument un essai nécessaire. Donc, je pense que ça complète bien aussi les idées qui sont avancées par Alain Deneau dans la bande de colons. Merci beaucoup. Maïka, je ne la connais pas. Ça m'intéresse. Moi, j'ai une autre idée. Si on allait complètement ailleurs, Maquillée de Daphné B. Oui. Daphné B, c'est une poète à la base. Elle a 2 recueils de poésie à son actif que moi, j'avais adoré. Quand j'ai commencé Maquillée, j'ai su tout de suite que je passais ailleurs et qu'elle m'ouvrait une porte sur la nouvelle génération que je connais moins. Et ce que Daphné B nous démontre, à travers l'idée du maquillage, mais qui évidemment est presque un prétexte, c'est comment cette identité-là est devenue très, très, très brouillée. Le en ligne, le hors ligne n'existe plus. Cette idée-là de représentation par le maquillage, mais aussi par le contrôle de notre apparence, le contrôle de l'image, comment on peut le changer, cette idée-là traverse tout le livre et lui permet d'aborder des tonnes de concepts et de nous l'enseigner aussi. Autant Daphné B va passer de blogs d'auteurs que je ne connaissais pas du tout, de tutoriels de maquillage, de gens comme Shane Dawson que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et que j'adore, mais tout ça dans une réflexion très pointue quand même sur le rapport au réel, le rapport à soi, la transformation, le regard des autres. C'est génial, sérieusement, et dans une écriture phénoménale. Merci beaucoup. Je pense que ça m'intéresse autant pour moi que pour des filles adolescentes à qui je pourrais passer le livre. On avait parlé justement d'Alain Deneau et je pense qu'il y a un autre essai qui vaudrait vraiment la peine et qui revient en fait sur le livre Noir Canada auquel il avait participé. Et c'est Procès verbal de Valérie Lefebvre-Fauché encore aux éditions Éco-Société. Ici, la forme est très intéressante aussi. En fait, on se croirait au palais de justice avec justement les pièces à conviction, avec les aveux, avec les faits. Elle va revenir en fait sur Noir Canada et sur l'importance que ça a eu. Puis c'est en fait sur la distinction entre la justice et le droit, en fait. Ce sont 2 choses complètement différentes. Et ce qui est super, c'est que dans toute la deuxième moitié de l'essai, elle va revenir aussi sur d'autres dossiers qui n'ont pas été résolus, mais qui touchent justement l'idée de droit, l'idée de censure. C'est vraiment un essai qui est autant au bout du jour parce qu'elle prend le temps de vraiment s'attarder à plusieurs choses et on est dans cette idée justement de lenteur du système judiciaire aussi, mais également de la prose et de la réflexion, de revenir sur des choses qui valent la peine qu'on s'y attende. Merci. Je pense que je vais prendre celui-là. J'espère que vous allez
venir nous en parler de vos lectures, Oui. de voir ce qu'elles vous ont apporté. Puis qu'on puisse justement vous rediriger vers de nouveaux essais à la suite de ces lectures-là. Ben, merci à vous deux. Vous êtes passionnés, vous êtes éloquentes. Et vraiment, vous êtes persuasives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle, et merci Geneviève. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour les filles, bonjour les libraires. Bonjour, Salut. Alors, vous allez peut-être l'entendre pendant les prochaines minutes, donc je vous le montre maintenant. C'est Momo et Momo et moi, on aime beaucoup la lecture. Puis là, je me sens toute privilégiée d'avoir 3 libraires pour me faire des suggestions. Alors là, présentement, à Jonquière, qu'est-ce que vous avez à me suggérer? À Jonquière, on vous suggère le très fameux « Il y a des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Liguieri. Ici, on parle de 3 enfants, dont 2 qui sont superbes et dont les parents essaient de profiter au maximum de leur beauté, qui vivent dans des endroits plutôt sombres de Marseille et qui essaient de se faire une vie meilleure que celle qu'ils ont. Bien sûr, le destin va les rattraper. Ils vont être pris dans cet engrenage de misère, d'alcool, de violence, etc. C'est vraiment sublime. C'est un roman qui est brusque, qui est dur, mais qui vaut vraiment la lecture parce qu'au final, c'est magnifique. Bien, merci pour la suggestion. Ça m'a fait plaisir. Pénélope, tu disais que tu aimais les livres sombres. Moi, j'aime bien les parcours sombres. Malheureusement, j'aime un peu plonger dans la douleur des gens. Camille, je crois que toi, tu avais lu Chaviré de Lola Lafont qui s'inscrit vraiment dans ces thématiques sombres et de l'enfance-adolescence. Oui, tout à fait. Si tu as aimé un peu ce genre-là, oui, Chaviré de Lola Lafont, c'est vraiment un livre super intéressant. On suit Cléo, qui est une jeune adolescente de 13 ans qui, dans le fond, son rêve est de devenir danseuse. Puis, à un moment donné, elle se fait approcher par une femme qui s'appelle Cathy. Puis, Cathy lui propose donc d'avoir accès à une bourse absolument extraordinaire pour devenir danseuse. Mais, bon, finalement, c'est un piège. C'est une attrape pour certains hommes pédophiles, dans le fond. Et puis, elle devient victime de ça. Mais en même temps, elle devient bourreau parce qu'ensuite, elle se met à recruter elle-même d'autres jeunes filles. Donc, on voit un peu cette dualité-là du rapport victime-bourreau, de perpétrer un peu le cercle de la violence, mais c'est écrit, c'est tout en retenue, mais c'est tellement juste. C'est tellement vrai, ça vient vraiment chercher quelque chose au fond de nous, puis ça aborde aussi les thèmes des violences faites aux femmes et tout, donc c'est très actuel. Puis oui, il y a un côté sombre, mais en même temps, il y a aussi cette thématique du pardon qui vient entrer. Donc, c'est absolument intéressant comme ouvrage, là. Et un petit oiseau m'a dit que tu étais en train de lire Filles, femmes, autres. Donc, c'est un de nos finalistes, évidemment. Et c'est vraiment, pour moi, un coup de cœur absolu. C'est quelque chose que j'ai jamais lu avant, qui est totalement, je trouve, qui est totalement nouveau, qui vient chercher toutes sortes de thématiques qui sont actuelles, mais donc qui vient nous raconter l'histoire de 12 femmes noires britanniques qui peuvent soit être nées en Angleterre, justement, ou venir de l'immigration. Puis ces femmes-là ont toutes des parcours différents. C'est 12 portraits absolument puissants. On aurait le goût, en fait, d'en savoir toujours plus sur chacune de ces femmes-là. On aurait le goût presque qu'elles écrivent un roman par personnage. Est-ce que c'est 12 histoires une après l'autre? Est-ce que c'est enchevêtré? Est-ce qu'elles se connaissent toutes?
En fait, c'est ça, c'est séparé en 4 parties. Puis, par partie, il y a 3 personnages. Puis, ces 3 personnages-là sont toujours interreliés, mais il y en a aussi qui sont interreliés à travers les différentes parties. Mais est-ce que tu peux me dire un mot sur Bernardine Evaristo? Fait intéressant, elle a gagné le Booker Prize avec ce roman-là l'année dernière avec Margaret Atwood. Ah ben j'ai très hâte de plonger là-dedans. Ben merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Donc, moi, j'avais envie de te parler, tantôt tu parlais de livres sombres, j'avais envie de te parler de Betty, de Tiffany McDaniels chez Galmaster. Et puis, dans le fond, c'est ça, on suit une fratrie dont le père, Cherokee, va toujours se servir des légendes dans lesquelles il a grandi pour éduquer ses enfants. C'est évidemment, on suit Betty, mais on suit les autres frères et sœurs. C'est évidemment Betty qu'on suit davantage. Mais on sent que le père et sa fille ont une relation particulière. Et elle rend toutes les émotions de Betty à fleur de peau dans ce livre-là. C'est sombre, mais ce n'est pas ce que je retiens parce que malgré tout, il y a des moments très cruels, je dirais, par rapport à la mère, sa fille, sa relation. C'est épouvantable, mais ce n'est pas ce qu'on retient du livre parce que c'est lumineux, la manière que c'est écrit, que c'est amené. Donc, ça, c'est vraiment une super suggestion. Le dernier finaliste, donc dans la liste de finalistes, je l'ai lu. C'est le seul que j'ai lu au complet. Donc, le prix Goncourt, est-ce que c'est toi qui m'en parle, Chantal? Oui. C'est vraiment une galerie de personnages qui sont reliés par le vol, en fait, Paris-New York. On n'ira pas plus loin parce que c'est difficile d'en parler de ce livre-là sans voler. Des punchs. Ça touche à la philosophie, la spiritualité, à la limite. Ça nous fait poser des grandes questions. Et puis, tout ça raconté dans un rythme comme un thriller. Je pense que pourquoi c'est si addictif, c'est que ça se passe dans un rythme rapide aussi. Donc, voilà, on est dans l'action, on est dans la vitesse, ça se passe dans un court laps de temps, ce qui fait que ça augmente l'intérêt de la lecture, certainement. Donc, c'est vous qui avez choisi les 5 et c'est vous qui allez choisir... Oui, l'ensemble des libraires vont pouvoir voter à partir du moment que les finalistes sont connus. Donc, c'est la majorité qui va l'emporter à ce moment-là. Merci pour ces recommandations. Merci beaucoup, Pénélope, de ta participation à cette belle capsule. Puis, en fait, on espère qu'on a donné le goût là, à tout le monde de lire ces 5 ouvrages-là qui nous ont touchés, qui nous ont émerveillés tout au long de l'année. Donc, merci beaucoup. Puis, les libraires votaient en grand nombre. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis oui, il y a de la belle lecture à se mettre sous les yeux, absolument. Merci beaucoup à vous 3. Toutes les filles du comité du prix des libraires romans, nouvelles, récits québécois, d'avoir avec nous Mariana Maza. Salut les filles, je suis tellement contente de vous côtoyer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des libraires et vous me manquez terriblement. Tu nous faisais part aussi, avant qu'on commence, du fait que tu achètes beaucoup de livres, que tu es une grande consommatrice de livres. Puis j'ai l'impression que tu as quand même tu lis beaucoup de choses, mais tu nous parlais d'un genre que tu aimes particulièrement, qui est l'autofiction. Ben, la plupart des livres qui m'ont accroché sont des livres qui sont souvent inspirés de vrais faits. Tu sais, c'est pour ça que j'accroche beaucoup plus sur les documentaires, sur les docu-drames, tout ce qui a rapport avec une réalité, des vraies émotions qui sont écrites, qui sont dites, qui sont développées. Moi, ça me fascine. J'aime beaucoup la fiction, mais j'aime quand même beaucoup quand ça vient d'une partie de vrai. Là. Ce que tu dis, ça me permet en fait de faire un lien avec le premier finaliste du prix des libraires cette année qu'on va présenter. Et c'est Isabelle qui va nous en parler. En fait,
je te laisse présenter le premier livre. Donc, premier titre, c'est Bermude de Claire Legendre. Oui, exactement ça. Donc, c'est de l'autofiction puisque la narratrice qui n'a pas de nom est un peu l'alter ego de Claire Legendre. Et elle va se lancer en fait sur les traces d'une écrivaine qui est disparue dans le fleuve Saint-Laurent pour écrire sa biographie. C'est un parcours qui est marqué par la solitude, les échecs amoureux, les fantômes. C'est autant un voyage géographique là, de Montréal à la Côte-Nord qu'un voyage intérieur, en fait, que la narratrice fait. Est-ce que c'est quand même un livre qui me convient? Est-ce qu'on met plus l'accent sur l'humain, l'émotion ou sur l'environnement dans lequel elle est? Oui, on est vraiment centré, en fait, sur les pensées, le parcours intérieur du personnage, beaucoup plus que les endroits. Puis c'est aussi dans le style de son écriture, c'est très concis, intime comme point de vue, donc ça serait parfait pour toi. Donc, 10 sur 10, j'ai déjà hâte. Ben, écoute, moi, j'ai envie de te proposer un prochain livre. Parce que je rebondis sur le fait que tu me dis que tu aimes beaucoup apprendre des choses. Le prochain livre dont je vais te parler, qui s'appelle Petite Cendre ou la capture de Marie-Claire Blais. Bon, Marie-Claire Blais, elle n'a pas besoin de présentation. Dès le départ, on a ce face-à-face-là entre un vieil homme noir et un policier blanc. Je pense que ce face-à-face-là est tout à fait, nous rappelle tout à fait certains événements qui se sont passés en 2020, mais pas seulement. C'est ça un peu l'affaire, c'est que je trouve que c'est un roman qui représente énormément l'Amérique telle qu'il nous a été révélé dans les dernières années à travers l'actualité, mais cette Amérique-là, elle s'est construite depuis longtemps. C'est comme, en fait, la mer est toujours présente ou souvent présente dans l'œuvre de Marie-Claire Blais. Puis j'ai envie de dire que c'est cette espèce de mouvement-là qu'on sent tout le temps. On a l'impression d'être ramassé par une vague, d'être amené par elle, mais elle ne te laisse jamais tomber, cette vague-là. Ça, c'est très bon signe parce que souvent, c'est le genre de livre où est-ce que tu fais « Ah oh, non, je pense pas que je vais aimer ». Et là, tu fais « Wow! » Ce sentiment-là est tellement incroyable. Tu nous disais que spontanément, on va faire une espèce de spoiler, là. Spontanément, il y avait un livre qui t'avait accroché. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Là où je me terre » de l'autrice Caroline Dawson, qui est, si je ne m'abuse, son premier livre. Oui. Oui. Et je pense que je vais passer le flambeau à Chloé. Dans Là où je me terre, c'est sorti chez les éditions du Remue-Ménage. C'est Caroline Dawson qui raconte son immigration au Québec, son immigration lorsqu'elle avait 7 ans. Donc, on voit vraiment ça aussi dans l'œil de la jeune fille qui arrive à Montréal en connaissant presque rien. Elle parle beaucoup de passe-partout au début, puis moi, je trouvais ça vraiment le fun parce que justement, c'est un enfant, elle s'est attachée à ce personnage-là, c'est ses premiers mots de français qu'elle entendait aussi. Je pense que ça peut ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur qu'est-ce que ces personnes-là vivent en arrivant ici, quel regard nous, on leur jette aussi. Mais c'est vraiment là, une lecture que beaucoup de gens peuvent lire parce que c'est très accessible aussi. C'est vraiment, puis moi, l'accessibilité, je trouvais que c'était vraiment le fun parce que je pense que c'est un livre que je pourrais envoyer à n'importe qui puis qui pourrait vraiment sortir du bien. Je disais tantôt c'était le prochain que je lisais, mais là, je suis pognée avec Bermude, puis là, Marie-Claire Blais me pogne toute ma journée demain. À date, là, à la fin de notre rencontre. Bien, je pense que le prochain finaliste, il y a vraiment quelque chose d'olfactif dans la texture, dans la description, dans le corps, et en plus de te faire voyager. Pour le pitcher à Isabelle, je pense qu'on va rebondir sur ton amour ou ta prédilection pour la description des sens. Tout à fait. Ben, Ténèbres de Paul Kazak, qui était lui aussi son premier roman sorti au tout début de l'année, avant la pandémie. Donc, ça met vraiment le voile sur un génocide. C'est carrément un génocide. Des événements qu'on parle peu, en fait, dans les livres d'histoire, là, qui s'est passé au Congo, justement, dans ces années-là. Et des personnages colorés, une galerie de personnages colorés, dont celui qui accompagne le personnage principal, qui est un maître dans l'art de la découpe humaine, pour te dire à quel point c'est bizarre. Mais c'est un livre sombre, tu le dis, c'est ténébreux, mais c'est un livre qui est puissant puis déstabilisant. J'avais jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça en littérature québécoise. L'écriture à Paul Kazak est impeccable, il y a un souffle narratif exceptionnel et effectivement, le corps, les descriptions du corps, tu as l'impression de souffrir avec les personnages, de désirer avec les personnages parce que c'est un livre sur la violence, l'érotisme, la passion, le désir aussi.
Puis il y a plein de fils narratifs qui sont vraiment pas complexes à suivre jusqu'à une finale qui est absolument capotée. En tout cas, je ne veux pas en dire plus, mais pour moi, c'est un roman d'aventure qui se mesure vraiment au plus grand. Mais je te promets une chose, c'est que tu vas être déstabilisé, puis ça, ça n'arrive pas tous les jours. La dernière fois que j'ai été déstabilisée par un roman, je pense que c'est le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Oui, c'est ça donne une idée d'à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas été déstabilisée par un livre. C'est une promesse avec Ténèbres. Chloé, c'est toi qui termine avec l'avenir. Comment tu verrais ça? Pour faire un petit résumé rapide là, de l'histoire, c'est Gloria qui s'en va vivre dans une maison qui est complètement en déchéance, dans un détroit, mais ce n'est pas le détroit qu'on connaît. C'est vraiment un détroit laissé à l'abandon. C'est un détroit où les maisons brûlent d'elles-mêmes dans la rue. En parallèle, dans ce livre-là, il y a vraiment quelque chose qui raconte aussi le passage de l'enfant à l'âge adulte. Parce que, pour pas trop en dire, mais il y a vraiment là, des enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans cette étude-là. C'est vraiment, vraiment un beau roman. Puis je pense que c'est un livre aussi que toutes les caractéristiques pour en faire justement là, un grand roman. En tout cas, moi, j'ai adoré. Là, puis ça, c'est un des livres que j'ai lu puis que j'ai traîné dans ma maison puis je n'étais pas capable d'arrêter parce que c'est envoûtant. Ce que je trouve intéressant avec ce que tu es en train de me décrire de l'avenir, Chloé, c'est que j'ai l'impression que ça pourrait nous arriver. Oui. Ça dit l'avenir, mais ce n'est pas futuriste. C'est pas mal près de ce qu'on pourrait vivre, c'est ça? C'est dans un futur proche. Mais c'est génial. Alors, on peut s'identifier à ça. Ah, mais merci à vous, les filles, puis bonne chance aux 5 finalistes!